Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue et bon début de semaine à vous, aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout en Afrique et dans les fins fonds et recoins de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour la fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne, la FM Télévision, et à votre émission Grande Analyse. Nous sommes en début de semaine. Le week-end était saturé par des actualités, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Chaque jour qui passe en République démocratique du Congo correspond à une nouvelle actualité politique. Nous avons tous vécu à la fin de la semaine passée la levée du moratoire sur la peine de mort. En dehors de ça, nous avons aussi vécu la rentrée parlementaire, la rentrée de la session ordinaire qui a commencé le vendredi 15 mars, et une rentrée mouvementée parce que déjà on sent que chacun de représentants ou chacun de présidents, de responsables de regroupements politiques, tout le monde vise les perchoirs de cette assemblée. Je parle plus de leaders de l'Union sacrée, entre autres, en l'occurrence les présidents de l'UNC et allié Vital Kamerhe et l'actuel président du bureau d'âge, M. Christophe Mbosso Kodiampwanga. Nous avons tous vu les vidéos qui ont circulé entre ces militants et les militants de Vital Kamerhe. Et ça prouve à suffisance que chacun est en train de mûrir des ambitions pour rafler ces perchoirs de l'Assemblée nationale. Sur ce plateau, j'ai deux invités que nous avons reçus le lundi dernier. Normalement, on devait parler de la révision constitutionnelle, mais l'actualité oblige. Nous allons reprogrammer notre émission pour parler de la révision constitutionnelle. Mais du moins, nous devons d'abord évoquer ce qui est le plat qui nous est servi, entre autres la levée de moratoire sur la peine de mort. Et puis, le second sujet sera la guerre au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Union sacrée est en train de se diviser? Sur ce plateau, j'ai à ma droite M. Popol Djamani, qui n'est plus à présenter. Il est président du parti AVER. Bonjour M. Popol. Bonjour et merci. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Et à ma gauche, j'ai M. Dani Chamala, qui est analyste politique, indépendant. Il est aussi habitué de cette émission. M. Dani, comment vous allez? Non, je vais bien, M. Alain. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura pas trop de temps à perdre parce que les deux sujets nous poussent déjà à réfléchir de la République. La levée du moratoire de la peine de mort. Est-ce une bonne décision, M. Popol Djamani? Bon, ça dépend sur quel angle nous voulons, sur quelle orbite nous voulons faire danser notre pays, la République démocratique du Congo. Déjà, il faut rappeler ici que dans notre nouvelle constitution, ou dans la constitution de 2006, l'État ou le gouvernement du régime passé avait pris des dispositions pour continuer la suspension du moratoire sur la peine de mort. Et que s'il faut rentrer dans l'histoire politique, vous conviendrez avec moi que cette suspension est le fruit de Mouzé Kabila quand il rentra au pays afin d'amener une certaine confiance entre les belligérants. Et le président Joseph Kabila a aussi suivi ce chemin lorsqu'il fallait juger ceux qui avaient commis des crimes contre l'assassinat contre son père. Et donc, c'était une décision prise par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sentons et nous voyons qu'il y a certaines velléités au sein de notre appareil judiciaire et au sein de l'armée, et que, sécurité voudrais-je dire, et que le gouvernement envisagerait ou aurait voulu mettre un frein sur cette dérive totalitaire. Et ils ont estimé qu'il fallait lever le moratoire en ce qui concerne la peine de mort. Mais en le faisant, nous avons quand même reculé, parce que je sais que beaucoup de juristes voudront nous ramener sur le code pénal militaire ou le code pénal ordinaire, où la sanction est prévue. Mais il faudrait rappeler ici que ces codes-là, que je viens de citer, est vraiment antérieur par rapport à la Constitution, qui est la première source de droit et des lois de notre pays. Et donc, à ce sujet, j'estime que
le gouvernement aurait pris une autre mesure, comme je l'ai toujours dit au président de la République, de mettre en déroute tous ceux qui sont issus de brassage et mixage, cas par cas, depuis l'accord de Sun City, et voir de la mesure du possible comment est-ce que les militaires qui seront traqués, qui vont se mettre à combattre l'intégrité territoriale, comment est-ce que nous pouvons les mettre de côté? Parce qu'aujourd'hui, la peine de mort, est-ce que ça a un caractère contraignant? Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, en acceptant de lever le moratoire sur la peine de mort, ne s'isole-t-il pas, la République démocratique du Congo ne s'isole-t-elle pas de grands pays, des grandes décisions, étant donné que nous avons signé plusieurs traités quant au secteur des droits de l'homme? Juste une question pour rebondir. Mais certaines personnes pensent, dans l'opinion, que c'est une bonne décision parce que aujourd'hui, tout Congolais qui se sent lésé d'office cherche à basculer vers les groupes armés. Je prends les cas échéants ici. Nous avons l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Je prends l'autre cas, M. Jean-Jacques Mamba. Est-ce que vous ne pensez pas que cette levée du moratoire permet à ce que le Congolais reste dans cette logique-là de servir la nation au lieu de basculer dans les camps rebelles? Bon, écoutez, d'abord, il faut rappeler ici que 1+4, ce n'est pas la philosophie belge ou européenne. Ce sont des Congolais qui ont décidé de prendre des armes contre d'autres Congolais. Et nous nous sommes retrouvés à Sun City pour mettre fin à cela. Lorsque les personnes se sentent lésées par un système politique et lorsqu'ils estiment qu'il faudrait combattre le système, ils vont utiliser les armes qui sont à leur possession. Je ne dis pas ici que faire de la rébellion est une voie à choisir, mais je dis qu'il faudrait que nous, en tant que responsables, en tant qu'acteurs politiques, le gouvernement, en tant que première institution et première force, de pouvoir ériger une forme de code de la moralité de la vie politique. Parce que tous ces groupements politiques qui sont issus de Sun City, qu'on retrouve aujourd'hui les chefs de partis politiques, ils sont tous issus d'une guerre quelconque. Aujourd'hui, ce que fait Corneille Nangaa ou ce que fait l'ancien député Jean-Jacques Mamba est issu de ce que ses pères auraient fait. Quand je vois le père, je vois ici Mouzé qui a attaqué Mobutu. Quand je vois les pères, je vois Jean-Pierre Bemba qui a attaqué Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, l'histoire se répète. Il appartient au président de la République, comme j'ai toujours dit, de pouvoir trouver un cadre de concertation pour pouvoir ériger une fois de plus une ligne de conduite, un code d'éthique politique pour permettre à quiconque qui voudrait revendiquer sur certains mots qui gangrènent la République démocratique du Congo, de pouvoir trouver une autre piste de solution que de tenir les armes contre ses concitoyens. Voilà, merci beaucoup. La même question pour M. Dani Chamala. Est-ce la bonne décision? Parce que je suivis Maître Emeki Lolo sur Top Congo, pour ne pas le citer, mais il a dit que cette décision pourra isoler la République démocratique du Congo du monde. Parce qu'à ce jour, vu tout ce que nous avons comme droit de l'homme, à ce jour, la République démocratique du Congo est revenue sur cette décision d'amener les Congolais, des fois, parce que dans la cité, c'est pas ce qui se dit, mais ça se comprend comme ça, c'est-à-dire tout celui qui trahirait la République pourrait être abattu pour haute trahison. Et cette méthode-là ne va pas nous isoler du monde. Merci beaucoup, M. Alain. Comment ça, est-ce que c'est une bonne décision? Et pour cette question-là, savoir si c'est une bonne décision ou pas, je dirais que ce n'est pas seulement une bonne décision, mais c'est une très bonne décision pour la République démocratique du Congo. Ah bon? À ce qui concerne l'isolement, je vous dirais que la peine de mort existe dans nos codes pénals avant même l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc le Congo n'a jamais été isolé. Et je vous dirais aussi que le moratoire dont il est question, contrairement à ce que mon co-débatteur venait de le dire ici, ce n'est pas Mouzé qui avait décrété le moratoire. Ce n'est pas Mouzé. C'est lorsque la communauté internationale, en complicité avec les multinationales, ont cherché à mettre à genoux la République démocratique du Congo, qu'ils ont fait pression sur le gouvernement de Joseph Kabila pour permettre à ce que
tous ces seigneurs de guerre ne soient pas jugés ni sanctionnés, et permettre aussi l'exploitation continue de nos minéraux qui se sont dit non, voilà, comme nous devons utiliser les armes pour exploiter la République démocratique du Congo, de ses richesses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord commencer par protéger tous ceux qui vont nous servir. Tous ceux qui vont nous servir. Nous devons d'abord les protéger. Regardez la première des choses. Lorsque ces gens sont venus de Sun City, la première des choses, il fallait d'abord prendre une loi d'amnistie. Amnistier tout ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle en République démocratique du Congo, qu'il y a autant de millions de morts, les gens pensent peut-être que les millions de morts là, ils ont commencé avec l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Non. Les millions de morts dont il est question en République démocratique du Congo ont commencé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Les millions de morts que nous comptons, c'est avec l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila que moi je continue toujours à appeler le malheur du Congo. C'est avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila arrive, on exécutait la peine de mort. Vous avez vu Mzee a fait tuer des gens dans des stades. On a fusillé des gens publiquement, les gens ont assisté. Donc Mzee n'a jamais suspendu l'application de la peine de mort. Maintenant, lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, et maintenant il fallait multiplier les groupes armés sur l'étendue de la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la République, et exploiter continuellement l'espace, ils ont dit ceci: il y a un risque que ces gens qui continuent à nous servir soient jugés et condamnés. Comme il y a peine de mort en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander, faire pression au gouvernement congolais afin qu'on puisse surseoir l'application de la peine de mort. Parce que sous Mobutu, on avait toujours le même code pénal. Et Mobutu n'a jamais tué tous les Zaïrois, n'a jamais condamné tous les Zaïrois à la peine de mort. Sous Mzee Laurent Désiré Kabila, toujours le même code pénal. On n'a jamais condamné tous les Congolais à la peine de mort. Maintenant, lorsqu'ils ont vu qu'il faut exploiter cet espace, cet aspect des choses, continuer à exploiter, il faut maintenant que ceux qui exploitent ou ceux qui prennent les armes contre la République démocratique du Congo soient protégés. Soient protégés de quelle manière? Il faut d'abord, épargner ces gens-là de l'exécution de la peine de mort. Je vous rappelle qu'en Ouganda, il y a l'application de la peine de mort. En Ouganda, on applique la peine de mort. Mais l'Ouganda n'a jamais été isolé sur la scène internationale. Vous dites que c'est une très bonne loi. En quoi elle est très bonne? Elle est très bonne. Pourquoi? Elle est très bonne. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes en train de parler, je vous ai dit ici qu'on a cherché à mettre la République démocratique du Congo à genoux. Comment mettre la République démocratique à genoux? C'est lorsque on a fragilisé les services de sécurité, fragilisé la justice, fragilisé l'armée. Parce que quand au sein de l'armée, il y a des traîtres qui savent qu'aujourd'hui, je peux vendre les informations du pays et demain, lorsque je serai arrêté, je ne serai jamais exécuté. À quelque temps après, je vais bénéficier de la grâce présidentielle sous pression de la communauté internationale. Et ces gens-là vont continuer toujours à trahir la République démocratique du Congo, à vendre les informations de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que vous avez vu. Il y a même d'autres qui sont aux arrêts du fait qu'ils ont vendu des tenues militaires de la République démocratique du Congo aux rebelles ou soit aux agresseurs rwandais. Il y a d'autres qui étaient des présidents des institutions ici en République démocratique du Congo qui prennent aujourd'hui des armes pour partir, commencer à tuer des Congolais pour ajouter encore aux millions de Congolais. Maintenant, avec cette décision, c'est-à-dire quoi? Avec cette décision, lorsque quelqu'un est surpris dans cette société de traîtrise, automatiquement, il est jugé, condamné et tué. Et ça va servir maintenant d'exemple à d'autres qui diront que non, voilà, tel là, quand il avait posé le même acte que moi, il a été tué et moi je ne le poserai plus. Et ça va créer, c'est une décision de dissuasion. C'est pour dissuader tous ceux qui pensent mal de la République démocratique du Congo, à ce qu'ils ne puissent pas prendre des décisions dans ce sens-là. Donc c'est pour vous dire que cette loi-là a toujours existé. Et aujourd'hui, dire qu'on doit exécuter la peine de mort, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Parce que depuis l'époque coloniale, nous avons toujours la peine de mort en République démocratique du Congo. Pour ceux qui disent que non, on va isoler la République démocratique du Congo, c'est faux. Pour ceux qui disent que non, c'est un recul, c'est faux. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, parmi les 52 États des États-Unis, il y a 2 États jusqu'à ce jour qui continuent à exécuter la peine de mort. La Russie, l'Iran,
les Afghanistan et autres, dans tous ces pays-là, ils ont des ambassades là-bas. Vous avez déjà vu où est-ce qu'on a isolé ce pays-là? Merci beaucoup, Maître Dani. Monsieur Papal Djamani, la levée du moratoire a suscité beaucoup de réactions. Le dernier en date, c'est cette réaction du cardinal Ambongo. C'est vrai que c'était au cours d'une émission sur la chaîne catholique, KTO. On a évoqué la politique en Afrique, comme il est congolais. On a parlé de la République démocratique du Congo. C'est dire, chacun dans l'opinion essaye d'interpréter à sa manière. Est-ce que avait-il tort de dire ce qu'il a dit, que les vraies personnes qui tuent, ce sont ceux qui sont aux affaires, faisant allusion au détournement, dans la mauvaise gestion? Est-ce que ce dire n'avait pas lieu d'être? Parce que seulement il a dit que la décision devait être revue. Bon, d'abord, lorsque le cardinal Ambongo parle, il parle en tant que prêtre. Il porte la casquette d'un homme religieux. Oui. Il estime vendre l'espoir à tous ceux-là qui ont perdu une certaine expérience de la vie. Est-ce que le cardinal Ambongo s'est attaqué directement au gouvernement? Je ne pense pas. Il a donné un cas. Il dit, lorsqu'un gouvernement est irresponsable, on pourrait penser de ce gouvernement d'être un traître. Parce que vous ne faites pas ce dont le pourquoi le peuple vous a placé une certaine confiance. Et donc, aujourd'hui, chacun de nous est libre d'interpréter les propos du cardinal Ambongo, mais moi, je reste sur cette couverture apostolique où il veut défendre la vie humaine. Et encore qu'il ne s'appuie que sur une décision constitutionnelle. Parce qu'il faut rappeler ici que notre constitution a consacré une disposition sur la vie humaine. Et la constitution de la République démocratique du Congo veut que cette vie puisse être sacrée. Okay? Donc, maintenant, si les politiques veulent récupérer les discours ou les propos du cardinal Ambongo pour pouvoir tirer les draps pour féliciter, parce qu'il semblerait qu'il serait attaqué au gouvernement, je ne pense pas. Parce qu'il n'a pas précisé un gouvernement central ou un gouvernement provincial. Parce que si vous constatez, c'est qu'il y a un fait nouveau, j'ai suivi quelque part, on parle des détournements au Bazouélé. Et cet argent qui a été détourné aurait peut-être servi à une certaine population. Et ce peuple-là se retrouve avec un gouverneur de province qui n'a pas fait ses dons. C'est pourquoi il a été élu. Et donc, face à cette population, ces gouverneurs pourraient être peut-être classifiés parmi des traîtres de la République. Parce qu'il y a eu détournement, parce qu'il y a eu corruption. Je voudrais un peu ici... revenir sur ce que mon co-débatteur a dit en ce qui concerne la peine de mort en République démocratique du Congo. À chaque fois que nous voulons parler de la République démocratique du Congo, on le prend comme État indépendant, parce qu'il est un État indépendant. On le prend pour un pays souverain, parce qu'il veut être un pays souverain. Mais lorsqu'on fait des comparaisons actives, pour dire qu'en Chine, en Inde, en Russie, il y a toujours l'existence de la peine de mort, et que ces pays-là viennent nous donner des propositions contraires à notre dogme à nous disant que nous sommes souverains. Il a bien dit que sous Kabila, Joseph, pour lui, on a mis d'abord un mécanisme pour pouvoir consacrer l'impunité, pour pouvoir consacrer les rebelles à pouvoir tuer et à pouvoir piller les ressources de notre pays. Mais à ce moment-là, tous les Congolais qui étaient dans 1+4, ils en ont aussi bénéficié. Tous ces rebelles dont lui, il est en train de parler, ont bénéficié de cette mesure. Tous ont bénéficié. Et tous se retrouvent aujourd'hui dans les institutions. Sauf à 10 millimètres près, l'UDPS. Donc aujourd'hui, venir dire que parce que la communauté internationale voulait que Joseph Kabila puisse blanchir les hommes en armes, parce que la communauté internationale voulait que la République démocratique du Congo puisse être affaiblie. Non, nous sommes affaiblis par notre propre comportement. Alors, M. Papal Djamani, vous avez la parole, mais je vous relance. À la place, qu'est-ce qu'il faudra que la République fasse? Parce qu'à ce jour, nous allons de trahison en trahison des Congolais. Qu'est-ce que la République doit faire?
Mais nous avons suivi ici le vice-premier ministre de la Défense qui avait lancé une opération de dire que pour avoir tel grade, il faut passer par telle formation. J'ai toujours été contre cette école de formation qu'on appelle le SHEDS. Parce que cette école de formation met à nu les réflexions de l'armée congolaise, met à nu les réflexions de l'élite congolaise. Parce que celui qui vient pour former au niveau de l'école des chefs, il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Français, il y a tous ces grands formateurs des grands mondes. Okay? Et lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, ils posent des questions stratégiques aux Congolais. Dans telle situation, comment est-ce que vous allez vous comporter? Et il nous arrive, nous, Congolais, qui suivent cette formation, de pouvoir rédiger une réflexion qui répondrait à la préoccupation soulevée par ton formateur. Okay. Et si cette copie-là est gardée, partée par ces formateurs, dit, mais si nous allons dans cette brèche, comment nous allons nous comporter? Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que ce soit au niveau du ministère de la Recherche scientifique, rien ne marche. Le vrai problème du Congo, à tous les niveaux que cela soit, il y a un Congolais, il y a l'élite congolaise qui y a déjà réfléchi, qui a pondu sous forme de mémoire ou de TFE, fin de cycle, fin d'études. Mais les Congolais, qui se dit entre guillemets intellectuels, ou les dirigeants congolais, n'arrivent pas à lire ce que l'autre pense. C'est ça le vrai problème. Nous pensons, parce que Maître a dit, mon co-débatteur a dit, que c'est une politique de dissuasion. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, si vous constatez que sur 50 généraux que nous avons, auprès de qui nous pouvons dire que nous avons placé la confiance et la sécurité de notre État, se retrouveraient traîtres, ou se retrouveraient en train de comploter contre la République. Faudra-t-il qu'on mette ces 50 généraux à la croix, au pilori? Parce que nous voulons faire plaisir à une certaine communauté ou parce que nous voulons faire plaisir à un certain régime? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous devons réfléchir autrement sur la question de la traîtrise. Cette question peut se régler autrement. Aujourd'hui, je pense avoir dit, je crois la dernière fois, la question de la guerre à l'Est n'est pas prise en compte par l'élite congolaise. La question de la guerre à l'Est, posez la question à un élève de 5e, posez la question à un élève de 6e. Qu'est-ce qu'il comprend de l'agression de Rwanda? Cette personne ne sait absolument rien. Parce que le ministre de l'enseignement supérieur ou le ministre de l'enseignement primaire ne fait pas assez de bruit pour que ça devienne un concept historique. Comme ça s'est fait en Chine, comme ça s'est fait au Rwanda. On prépare les Congolais à savoir pourquoi nous sommes agressés. Nous devons dire à nos enfants pourquoi nous sommes agressés et quel est le comportement ils devront afficher. Et à partir de ce moment-là, cet enfant qui grandit avec un certain comportement, avec une certaine discipline, ne fera pas plus tard ce que ses parents ont fait, ce que ses grands frères ont fait. Parce que la pauvreté avait pris le dessus face à l'alphabétisme et aujourd'hui, les Congolais qui sont arrivés au pouvoir par le goût de l'aventure, sont en train de torpiller la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Popol Djamani. Je reviens à la même question à M. Dani Chamala. Les voix se sont levées, il y a Mouzito qui a parlé, il y a Devos Kitoko, il y a Aimé Kilolo. Mais pourquoi la réflexion du cardinal fait mal? Pourquoi? Alors qu'il était en pleine émission, il l'a évoqué, c'était en pleine émission, qu'on lui a posé la question sur la politique en Afrique et la République démocratique du Congo. C'est par là qu'il a évoqué. L'émission n'était pas essentiellement consacrée à la République, mais il a évoqué. Il a évoqué un fait qui s'avère normal, parce que quand un responsable sur le plan étatique détourne de l'argent qui doit servir la nation, n'est-ce pas, c'est aussi un crime, n'est-ce pas que c'est aussi une trahison? Mais pourquoi la manière de réfléchir d'Ambongo fait mal, alors qu'avant lui, il y a eu Devos qui a réfléchi, il y a eu Mouzito qui a réfléchi? De la sorte. Oui, pourquoi? Parce que c'est Ambongo, ça doit faire mal. Merci beaucoup, M. Alain, pour cette façon de voir les choses et cette façon de poser des questions. Je crois que c'est sur votre plateau ici que je vous avais dit que je combattrai jusqu'à mon dernier énergie ce parti politique appelé Église catholique. Ce n'est pas un parti politique, ça m'engage. Non, ça vous engage, mais c'est une confession parce religieuse. Que l'Église catholique, c'est une association sans but lucratif, comme les partis politiques. Ils évoluent sous l'égide de
la loi de 2001 qui parle de ASBEL, les associations. Mais les partis politiques, c'est 2004. Alors les associations sans but lucratif. Alors que vous verrez dans cette église-là, il y a un président qui s'appelle Ambongo et son secrétaire général. L'église ne l'appartient pas. Et son secrétaire général qui s'appelle Cholet. Je dirais, contrairement à ce que mon co-débatteur venait de dire ici, que non, lorsqu'il parlait, il avait sa casquette religieuse et qu'il était un pasteur qui avait les soucis des âmes ou de salut du peuple. Je dirais que c'est faux et archi faux. Il a parlé en tant que qui? Il a parlé en tant que politicien qui voit que beaucoup de ses collaborateurs, beaucoup de ses protégés, beaucoup de ceux qui se disent aujourd'hui fidèles dans l'église catholique, beaucoup de ceux qui se disent aujourd'hui collaborateurs de Ambongo sur le plan politique se retrouveront dedans, dans la traîtrise, les détournements. Parce que aujourd'hui, si nous sommes en train de parler aujourd'hui, s'il faut parler de détournement, tous ces ministres dont on parle qui détournent de l'argent, ils sont fidèles de quelle église? Ils sont fidèles de l'église catholique. Et quand ils détournent cet argent, ils amènent ça où comme offrande? Ils amènent à l'église catholique. Vous avez déjà vu à l'église catholique, on a refusé quelqu'un, ne dépose pas ton offrande parce que tu as détourné de l'argent. Mais est-ce que dans nos églises, on interdit? Non, moi je parle ici d'abord de l'église catholique. Est-ce que vous avez déjà vu Ambongo dire que ne venez pas avec cet argent, pour déposer ici? Mais oui, je suis en train de venir. Je suis en train de venir ici. Je viens. Pourquoi? Parce que je viens. Point de vue d'Ambongo. Oui, je viens. Pourquoi? Je viens pour vous dire que pourquoi les gens s'acharnent sur ce que Ambongo dit. Parce que à entendre Ambongo parler, c'est comme s'il a un problème contre ce régime. Comme s'il a un problème contre ce régime. Pour dire que les traîtres, ce ne sont pas les Nanga, les autres, mais les traîtres, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu cette réflexion? C'est pour dire qu'il est en train de blanchir ceux qui sont allés pour trahir le pays, pour dire que non, ils sont allés trahir parce qu'on a détourné l'argent. Bon, parce qu'on a détourné l'argent, il faut prendre des armes et faire couler le sang des Congolais. Si aujourd'hui l'argent détourné est récupéré, et comment on va récupérer le sang des Congolais qui ont été versés? Par les armes. Vous comprenez un peu cette façon de réfléchir? Même si vous êtes contre le régime, celui qui se dit pasteur, celui qui se dit homme de Dieu, il doit avoir un langage, et surtout, il doit avoir un langage teinté de beaucoup de réserves, parce qu'il doit être un conciliateur. Mais pas quelqu'un qui prend de l'essence pour mettre dans le feu. Je vous dis que tout ce que lui est en train de dire là, on n'a pas dit que s'il y a un traître au gouvernement, il ne sera pas mis à mort. Il sera jugé et condamné. Quand vous prenez seulement la décision sur la levée du moratoire, cette décision a résolu tout le problème qu'Ambongo est en train de parler. On a dit à l'intérieur de cette décision, on a parlé de détournement, on a parlé de vol, on a parlé de beaucoup de cas. On a parlé de beaucoup de cas. Que Ambongo nous amène seulement une preuve aujourd'hui que voilà, le chef de l'État a détourné l'argent et il n'est pas jugé. Il sera jugé par la Cour constitutionnelle puisqu'il est justiciable de la Cour constitutionnelle. Que Ambongo nous amène seulement une preuve que Sama Lukonde a détourné de l'argent, autant d'argent, il sera jugé et s'il est coupable de la peine de mort, il sera exécuté. Au lieu de commencer à créer des désordres au sein de la société, non, voilà, c'est parce que moi, je n'ai jamais été d'accord avec les propos d'Ambongo et d'Abbé Cholet, parce que ce sont des gens, vous voyez là où ils ont amené Martin Fayulu aujourd'hui. Ils ont amené Martin Fayulu à avoir 5% de la population congolaise, alors qu'ils disaient à Martin Fayulu que tu étais le président élu. Aujourd'hui, Fayulu se retrouve avec 5%, même pas un député provincial, même un conseiller communal. C'est parce qu'il suivait tout ce qu'Ambongo disait et tout ce que l'autre ici était en train de dire. Voilà aujourd'hui ce qui est devenu décidé. Donc, l'article 64, ils se sont retrouvés à 27 personnes devant le stade de Martyrs. À ce stade... Tout ça c'est Ambongo, tout ça c'est Choul. À ce stade... Vous voyez un peu? Est-ce qu'à ce stade, il n'était pas important qu'il parle? Parce que... À ce stade... Il est quand même berger. À ce stade...
Ambongo devrait soutenir la décision de la levée de moratoire. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? En tant que prêtre, il ne peut pas soutenir qu'il y ait peine de mort. Mais tuer. je lui renvoie seulement parce qu'il est prêtre. Je lui envoie dans la Bible. Lorsque Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. Il lui a dit quoi à ce qui concerne l'arbre de connaissance du bien et du mal? Ne mangez pas les fruits de cet arbre. Les jours où vous mangerez, vous ferez quoi? Vous allez mourir. C'est Dieu. La sanction de la peine de mort, c'est Dieu. Ce n'est pas inventé par la personne humaine. C'est Dieu. Et lorsqu'il vient, il trouve que Adam et Ève, ils étaient nus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a égorgé un animal. Il a fait couler le sang pour couvrir le péché de l'homme. La mort ne vient pas de l'homme, c'est Dieu. Donc lui ne peut pas se comporter, lui ne peut pas. Mais c'est ça, parce que c'est ça un peu. Donc c'est pour dire que Ambongo devrait soutenir la peine de mort, parce que la peine de mort a comme objectif la dissuasion. Vous comprenez? C'est tout simplement que c'est une peine qui fait craindre aux gens de faire le mal parce que je serai mis à mort. Vous comprenez un peu? Et même Dieu dit que non, lorsque vous ne respectez pas sa parole, vous allez mourir. Il a créé même l'enfer. Dieu. Mais vous-même, vous maintenant, un humain, vous allez dire que non, voilà, on ne peut pas tuer les gens lorsque ces gens-là se sont mal comportés. Non, on va tuer. Mon frère dit que la constitution de la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo a aboli la peine de mort. Non, en République démocratique du Congo. Ou soit a consacré la vie. C'est ça que je vais dire, c'est quoi? Toutes les constitutions de la République démocratique du Congo, et la constitution chinoise, et la constitution iranienne, et la constitution russe, et la constitution américaine, toutes les constitutions du monde consacrent toujours la sacralité de la vie humaine. Toutes les constitutions du monde. Mais seulement, il y a une exception à cette sacralité. L'exception, c'est quoi? Lorsque vous violez une loi, vous commettez un acte, vous commettez une infraction qui est passible de la peine de mort. Cette sacralité-là n'existe pas. C'est comme ça que vous voyez, la Constitution c'est une loi générale, mais il y a maintenant des aspects où il y a des lois spéciales. Dans les lois spéciales maintenant on dit, le spécial déroge le général. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une loi spéciale qui a réglé une question, même si cela est interdite par la Constitution, on va se référer à la loi spéciale. Dans le cas d'espèce, la loi pénale, le code pénal ordinaire, le code pénal militaire, ce sont des lois spéciales. On ne va pas dire que la vie de l'homme est sacrée dans la Constitution. Quelqu'un qui commet la traîtrise, celui qui détourne les fonds de l'État, ne doit pas être mis à mort. Voilà. On va utiliser la loi spéciale pour que la personne puisse subir sa sanction. Ce n'est pas tout ce que Ambongo est en train de raconter là. La gratuité continue, même s'il est contre ça, mais la gratuité continue. Nous avançons déjà. Mais je voulais répliquer parce que je vous donne la parole, comme ça vous répliquez. Je veux aborder la dernière question par rapport aux catégories de personnes qui ont été classifiées pour subir la peine de mort, c'est-à-dire les détourneurs, les koulouna, un fléau qui ronge aujourd'hui la société. Parce que nous avons une deuxième thématique, je pense même qu'on ne sera plus en mesure d'aborder, mais on va effleurer. Mais par rapport à cette catégorie de personnes détaillées, est-ce que vous pensez que cette mesure touche les fonds ou crève l'abcès? D'abord, je voudrais ici rappeler à vos co-débatteurs que Ambongo a été désigné par le pape pour représenter l'Église catholique au niveau de l'Afrique centrale et peut-être pourquoi pas au Congo. Et donc, Ambongo, hier, l'Église catholique était le point de départ pour la chute du régime de Joseph Kabila. Et vous avez soutenu cela avec Moussengo. Lorsque l'Église catholique accompagnait l'UDPS et les partis de l'opposition pour barrer la route à Joseph Kabila, vous étiez aux premières loges. Moi, j'étais pour Joseph Kabila. J'ai dit, vous étiez aux premières loges. Et donc, si c'est ce cas-là, vous êtes versatile. Vous étiez aux premières loges. Lorsque l'Église catholique a commencé à créer des mouvements insurrectionnels contre l'État,
pour dire non à Joseph Kabila. Parce qu'il avait interdit et tout ça, il fallait organiser des marches, départ à l'église. Vous étiez en train de soutenir cela. Lorsque l'église catholique rappelle aux dirigeants que vous êtes en train de reproduire les mêmes mots, vous commencez à classifier Ambongo et Cholet membres d'un parti politique qui n'existerait que dans votre tête, chers collaborateurs, chers contributeurs. C'est vraiment... C'est insultant parce que toute la formation que vous avez est issue d'une grande partie des faits, des meubles, des écoles, des universités légués par l'Église catholique. Vous êtes ressortissant de l'UNIKIN et je peux vous dire, par exemple, si vous êtes sortissant de l'UNIKIN, l'UNIKIN était une main, c'est vrai, qui était gérée par l'Église catholique. Si vous allez dans certaines écoles, vous êtes, avec vous, avec vos enfants, vous êtes dans des conditions où c'est l'Église catholique qui a formé. C'est vrai que parfois, il y a une certaine dérive dans la société humaine quand une personne peut vouloir prendre les dessus sur certaines réalités. Et ça, il en va parce que vous parlez par exemple de la gratuité, où l'Église peut-être disait qu'il veut mettre un frein par rapport à la gratuité, mais la gratuité n'a pas commencé sous le régime de Félix Tshisekedi. Le régime de Félix Tshisekedi a peut-être rendu la gratuité de manière effective sur l'étendue nationale. Mais avec Matata Ponyo, ils ont commencé quand même la gratuité. Et encore que Maître vient de dire qu'il était avec Kabila, donc ça veut dire qu'ils ont commencé avec Matata Ponyo, la gratuité. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Ambongo serait un obstacle. Oui, vous voulez qu'ils défendent en tant que pasteur le régime, je suis d'accord. Si les régimes portent, certaines ambitions pastorales. Mais les régimes ne portent pas certaines ambitions pastorales. Le régime est là pour pouvoir édicter des lois, pour pouvoir construire le pays, pour pouvoir mettre des bases. Et lui, en tant que pasteur, est là pour protéger la vie. Et vous ne verrez jamais, et même lorsque, dans les pays qu'il a cités, quelqu'un qui doit subir la peine de mort, on lui donne l'occasion de parler avec un pasteur pour se racheter. Il va plus loin. Il nous ouvre un passage biblique. Jusque-là. Je vais arriver. Non, mais il a parlé, il nous ouvre un passage biblique où Dieu a assuré. Mais Christ devant, Jésus devant cette dame, a dit, c'est lui qui n'a pas commis la première péché, lapide cette dame. Jésus lui-même a mis les hommes qui étaient en face de lui face à leur conscience. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que s'il y a des détourneurs, il y a d'autres mécanismes. S'il y a des koulouna, les koulouna c'est un fait des sociétés. C'est un fait des sociétés. Est-ce que si on devait réduire l'expansion de Koulouna, est-ce qu'il fallait commencer à tirer sur ces Koulouna? Alors que les vrais problèmes vont demeurer. Les vrais problèmes vont demeurer. Parce que la société ne prend pas en charge les sans-emploi. Parce que la société ne prend pas en charge ces enfants chégués. Commençons par créer des structures de prise en charge. Commençons à mettre des structures d'autonomie, de suffisance d'autonomie, et à ce moment, nous allons voir. Nous voulons mettre une disposition parce que nous pensons que nous sommes en train de vouloir créer en son sein des mouvements insurrectionnels. Et on dit que il y aura des détourneurs, il y a tout ça. Mais tout ce que... Bon, nous allons voir l'applicabilité parce qu'il y a l'IGF qui est encore en train de retracer les faits. Est-ce que tous ces gens-là vont subir la rigueur de la loi? C'est aussi ça le problème. Vous nous demandez, nous, de pouvoir vous dire si les chefs d'État auraient détourné. Nous ne sommes pas des agents de l'inspection des finances. Vous qui? Non, parce que vous dites qu'Ambongo doit venir présenter. Mais Ambongo n'est pas un agent d'inspecteur des finances. Mais nous, disons ceci. Dans les analyses profondes que nous faisons, Ambongo parle en tant que pasteur. Et en tant que pasteur, il parle de tout et sauf de rien. Maintenant, pour revenir, parce que c'était la question, c'est la question qui m'intéressait. La catégorie, vraiment, soyez bref parce que... Oui, mais cette catégorie, c'est l'État qui a placé cela. Oui. Moi, c'est dans la faisabilité. Ce qui m'intéresse, c'est la faisabilité. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a 50 chefs généraux qui sembleraient vivre dans la tétrise, est-ce que le président Tshisekedi voudra leur voir mourir alors qu'on n'a pas encore commencé les remplacements? Parce que dans ce pays, nous avons autant de colonels, autant de généraux qui n'ont pas d'affectation. C'est aussi ça le vrai problème. Nous sommes en train de promouvoir certaines personnes de qualité par leur formation, mais pour quelle finition? Ils vont aller travailler où? Tout ça, c'est un autre problème. Ça veut dire que pour nous, dans ce concept de ce moratoire, on devait repenser la société congolaise. Et repenser la société congolaise, c'est
embrasser le point de vue de mon co-débatteur sur certaines dispositions constitutionnelles. Je m'avais par exemple donné un cas. Oui, un dernier cas. Voilà. Un dernier cas. Il y a, ils avaient dit la dernière fois, l'impunité institutionnelle. Lorsque les représentants du peuple ne déclarent pas leurs avoirs avant la rentrée parlementaire et qu'il y a enrichissement sans cause, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au niveau du gouvernement, ceux-là sont appelés à présenter leurs avoirs, leur patrimoine. Au niveau de l'exécutif provincial, ils vont. Au niveau de certaines personnalités qui occupent de grandes fonctions, ils vont. Mais les députés nationaux, les sénateurs et les provinciaux ne le font pas. Ne le font pas. Et donc, ces gens-là, après 5 ans, il y a enrichissement illicite et nous sommes d'accord de dire, mais là, il faut maintenant tuer tous ces 500 députés. Monsieur Dani Chamala, en fait, la même question sur la catégorie des gens, les courants, les détourneurs. Certains se disent qu'avec la logique de la République démocratique du Congo, surtout que le président lui-même se plaint déjà du fonctionnement de la justice, est-ce qu'il n'y aura pas de règlement des comptes? Merci beaucoup pour la question. Je commence d'abord par là avant de rebondir sur ce que mon co-débatteur a dit ici. Je vous dis ceci, que le gouvernement n'a pas catégorisé les personnes qui subiront les sanctions ou la peine de mort. Ils ont tout simplement rappelé que les infractions reprises par telle disposition, parce qu'il y a des articles de loi qui sont reprises sur cette décision, que par rapport à ces infractions ici, comme ce sont des infractions punies de peine de mort, une fois condamné, par rapport à ça, l'exécution de la peine de mort sera effective. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas levé moratoire par rapport à une certaine catégorie de personnes. C'est ça ce que les gens veulent passer dans la tête des individus, de gens, pour dire que non, voilà, on a levé le moratoire, c'est seulement pour les Koulouna, et pour les traîtres, et pour tout ça. Non, on a levé le moratoire pour tous ces gens qui commettent des crimes ou des infractions qui sont sanctionnées ou qui sont reprises dans le code pénal ordinaire et dans le code pénal militaire. Toutes ces personnes-là, lorsque vous vous retrouvez dans cette catégorie ou dans les faits qui sont prohibés par ces dispositions-là, vous serez sanctionné de la peine de mort. Alors, le message qu'on véhicule dans la société, c'est-à-dire que non, il y aura des règlements de comptes, il n'y aura pas de règlements de comptes. Ça craint, parce il n'y aura pas de règlements de comptes. Le président de la République lui-même fustige que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas. En fait, ça c'est normal, parce que vous avez suivi mon co-débatteur vous dire ici que le fonctionnement dans une société, même dans l'église catholique, il a dit ça. Et le fonctionnement dans la société, vous avez suivi, il a dit ici que le fonctionnement dans la société pose des fois problème, même dans l'église catholique. J'ai aimé lorsqu'il a dit ici que non, l'église catholique fomentait des mouvements insurrectionnels contre le pouvoir de Joseph Kabila. L'église catholique, des mouvements insurrectionnels. Vous comprenez un peu, c'est ça le pasteur. Créer des mouvements insurrectionnels contre le pouvoir de Joseph Kabila. Il a dit ceci, quand ça a profité à l'opposition à l'époque, nous étions contents et tout ça, je lui ai dit non. Pendant cette époque-là, quand seulement l'église catholique pose un acte que moi je trouve que c'est contre la République démocratique du Congo, moi j'étais du côté de Joseph Kabila. Mais quand l'église catholique posait un acte que je trouve que c'est pour l'intérêt du Congo, je suis avec eux. L'église catholique, quand il faisait ses associations avec l'IDPS et tout ça pour aller marcher, j'avais trouvé ça que c'est aberrant pour l'église catholique. Parce que et les opposants, et ceux qui sont au pouvoir, tous vont prier dans cette église-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Allez dans les écoles. Vous avez dit, moi je suis le fruit de l'université de Kinshasa. Et j'ai fait même le collège. J'ai étudié dans ces écoles-là de l'église catholique. Ce n'est pas pour dire que, comme je suis le fils de mon père, que mon père commence à s'enivrer, il s'amène nu à la maison, je ne lui dirai pas que papa tu as dérobé. Je lui dirai en face que ce que tu fais ici, ce n'est pas correct, ce n'est pas conforme à la société. Même si l'église catholique m'a tout donné, ce n'est pas parce que tu m'as donné que je dois couvrir tes saletés. Je dois te dire que en Bongo, tu as dérouté. Je dois te dire que ce que vous faites ici, ce n'est pas conforme à ce que vous avez comme devoir de pasteur.
Vous comprenez? Je dois leur dire, comment vous êtes des églises, vous êtes les gens de l'église, vous commencez à créer des mouvements insurrectionnels contre un pouvoir en place. Comment vous allez vous mêler dans des marches et tout ça. Et en marchant, vous allez casser les histoires des gens. En marchant, vous allez commencer à jeter des projectiles, faire ceci, faire cela. Et tout ça en train de chercher quoi? Les images que non, voilà, on a tué. Pour commencer à brandir. Aujourd'hui, ils ont brandi l'image de Rossi Mukendi aujourd'hui. Mais ils continuent toujours à vivre. Rossi Mukendi n'est plus. Qui est parti voir la maman de Rossi Mukendi pendant ce mois de mars ici? Vous avez vu Ambongo là-bas? Vous avez vu Cholé? Nous sommes personne n'est parti là-bas. Et puis je vous ai donné un cas d'espèce ici. Je vous ai dit que Ambongo et Cholé, ils n'ont jamais chassé quelqu'un à l'église parce qu'il a détourné l'argent. Pendant que Vital Kamerhe était mis en prison ici, on parlait de détournement. L'église catholique soutenait à Vital Kamerhe. Et Cholé est allé même en prison pour les conforter. Tous ceux qui commettent le mal dans ce pays et qui sont recherchés même par la justice, la plupart sont soutenus par l'église catholique. Aujourd'hui, les propos de Ambongo, oui, j'ai conclu par là. Les propos d'Ambongo aujourd'hui, c'est pour justifier que Nanga est parti prendre des armes parce qu'on est en train de détourner. L'autre Mamba est parti parce qu'on est en train de détourner. Mais pendant que Nanga était président de la CENI, Ambongo disait quoi? Pendant que Nanga était président de la CENI, Cholé disait quoi? Ce sont eux qui ont dit que non, Fayoulou a gagné les élections. Ce sont eux. Aujourd'hui, Fayoulou fait 5%. Il ne cite même pas le nom de Fayoulou. Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, allez demander à Fayoulou, il ne peut même pas pétiner cette église. Merci beaucoup, monsieur Dani. Il a conclu, on dirait. Il a conclu, ce n'est pas une état de conclure. Ça a toujours été comme ça. Chaque année, je viens toujours pour écouter. Vous avez pris trop de temps aujourd'hui. C'est vous qui avez commencé le temps de la prise de parole. Je vous donne, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin, 1 minute pour conclure, parce que le deuxième sujet même, nous ne l'avons pas abordé. Quand nous sommes avec vous deux sur le plateau... Bon, je voudrais dire ici que si Fayoulou a eu 5%, c'est parce que politiquement, il n'était pas préparé pour les élections en 2023. Ça, c'est une évidence. Et par rapport à votre deuxième sujet, même si nous n'en parlons pas, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous devrons avoir Mbosso ou Vital Kamerhe au perchoir. Il faut une autre personne. C'est pour un certain équilibre politique. Voilà, merci beaucoup. Il faudrait une autre personne. Mais est-ce que ça sera faisable? Parce que avec tout ce qu'il y a comme, je dirais, le regroupement, chacun est en train de chercher à son positionnement. Kamerhe avec INCA, il y a VK6 et VK28, ils sont aujourd'hui, il y a mariage entre INCA et AAP. Ils ont quand même des députés dans cet hémicycle. La bataille s'annonce rude, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un nouveau vent. Mais qui pourra faire face à ces deux personnes? Parce que, à voir aussi les ambitions de M. Bahati, il se soucie aussi de prendre ces personnes. C'est de la bonne guerre. Oui, c'est de la bonne guerre. C'est ça la politique. Ce sont les mêmes personnes. C'est pas à l'église où on vous dit que non, vous avez autant d'années de mandat et tout ça. Ça, c'est de la bonne guerre. En politique, c'est le poids politique qui compte. Ce n'est pas les visages de personnes. Voilà. Vous pouvez faire 30 ans, 40 ans. Poutine vient de remporter les élections en Russie. Merci beaucoup. C'est le poids politique qui compte. Je crois que c'est par ce mot que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'aborder la deuxième thématique parce que déjà quand vous avez M. Popol Djamani, vous avez M. Dani Chamala, déjà ils vont toujours au-delà de leur temps d'antenne quand vous leur donnez, quand c'est 5 minutes, ils vont à 6, 7, voire 8, mais on aura toujours le temps de revenir et parler de ça parce que nous devons réfléchir pour que la République soit remise sur les rails parce que nous avons tous besoin d'avoir un pays assis et que ce pays auquel nous appartenons puisse nous donner aussi ce que nous cherchons. Donc, merci beaucoup à l'équipe qui nous a accompagnés. Il y a Junior Santos à la prise de vie, Enoch Mafuka. Et à la régie finale, il y a Don Benjamin Makolo et son prénom m'échappe, Sagesse Mabiala.
Voilà, ça viendra petit à petit. On se retrouve demain avec d'autres invités et une nouvelle thématique. Au revoir.